خب از داده های ادبیات چه خبر؟ ما بعد از تو چینی صحبت هایی بعد از میگه برای خودش بفرستین اقلن اینقدر شما زحمت بکشین. Je vais dire quelques mots en persan d'abord pour mon père. فامیل عزیزم، دوستای عزیز، میخواستم از طرف مادرم، خواهرم نگار و خودم ازتون تشکر کنم که در این روز دردناک کنار ما هستید. شخصیت پدرم از بچگی به من و نگار نشون داد که ما پدرمون رو باید با مردمی که دوست داشت هم تقسیم کنیم و اجتماع امروز به من نشون میده که
پدر فقط پدر ما نبود، بلکه پدر دوست، یار و یاور همه شما بود و من از طرف خودم و خانوادم به همه شما هم تسلیت میگم. البته اگه واقعیت رو میخواین و کسایی که پدر رو خوب میشناسن حرف منو درک خواهند کرد، پدر تعریف و تجلیل رو دوست نداشت. پدر ببخش ما رو، چون امروز فقط حرف تو خواهد بود. در مورد پدر حرف زیادی میشه زد، از افکار سیاسی، نوشته‌هاش که دوستان عزیزش براش خواهند گفت، ولی من اگر در یک کلمه بخوام خصوصیت پدر رو برای شما توضیح بدم، کلمه آزادی. آزادی در ابراز عقیده که پدر من داشت، با شجاعت در زندگی سیاسی که پیش گرفت و به خصوص آزادی در طرز افکارش در زندگی خانوادگی که با مادرم داشت بیش از 50 سال و آزادی افکارش در تربیتی که به من رو نگار داد و به ما آزاداندیشی رو یاد داد و قدرت زیاد در برابر مشکلات زندگی سیاسی رو که با هم طی کرد. ولی به نظر من پدر من دو شخصیتی هم بود. چشمای پرخشمی داشت در برابر دیکتاتوری و استبداد، با قلمی تند و تیز، ولی نگاه آبی مهربونش هر روز در زندگی خصوصی همراه ما بود. در همه او شلوغی زندگی میکرد، به همه دوستاش ساعتها گوش میداد، ولی پدرم تنهایی رو دوست داشت، سکوت، آرامش با حافظ. پدرم بسیار نافرمان بود در مقابل زور، قدرت، ولی بسیار آروم و مظلوم در زندگی خانواده. یک جمله از پدرم رو میخوام بگم که ایشون در یه مقاله درباره محمد مصدق نوشت و گفت در آخر مقاله او عجایب خلقتی بود. و برای اتمام و برای تشکر باز هم از شما میخوام یه جمله از پدرم بگم که چندی پیش با یه مقدار طنز و شوخی به ما گفت بعد از من درباره من بگیم، در وطن به دنیا آمدم، جهان وطنی شدم، بی وطن از دنیا رفتم. پدر عزیزم، خدا حافظ. Pour les amis français qui sont là, je vais lire ce texte, je ne l'ai pas appris par cœur, pardon. C'est donc arrivé, ce jour tant imaginé, fantasmé, redouté, ce jour qui nous hante et nous poursuit depuis tant d'années. Les pièces lumineuses de notre appartement de Téhéran, dès l'automne 1975, quand il écrivait de la nuit à l'aube, assis à la table du salon, une camelle sans filtre coincée entre les doigts, ce qui devient plus tard la première lettre au chat. À la chambre 120 de l'hôpital Salpêtrière, en ce début d'été 2018. La peur de le regarder partir et de ne plus le voir revenir, de le laisser et de ne plus le retrouver, de le perdre. Pourtant, cette peur qui, vous le savez aussi bien que nous, avait des sacrées raisons d'exister, était la nôtre, pas la sienne. Jamais. Il semblait même totalement étranger à cette émotion plus ou moins manifeste qui nous agitait et avait fini avec les années par nous habiter. Lui poursuivait son chemin, le pied dans la marche du monde, traquant et défiant sans relâche la répression et les répresseurs, les mensonges et les menteurs, les trahisons et les traîtres. Il se battait tel un chevalier mystérieux, son encre noire en guise d'épée, ses convictions en armure, ses idéaux en bouclier. Et c'est là un bel argument qui s'annonce pour persévérer, la présence fière, combative
indéfectible et amoureuse de sa femme, toujours à ses côtés. Car il est si difficile, et il serait même injuste de parler de lui sans parler d'elle et lui, nos parents. Toujours est-il qu'il avançait sans trembler, tant l'enjeu était immense à ses yeux, la liberté. Plus que tout et avant tout, la liberté, grande, vaste, infinie. Pas seulement celle de penser et de dire, de lire et d'écrire, de critiquer et de débattre, mais celle d'être qui on est et de devenir qui on désire, loin des obligations et des convenances d'une société conservatrice qu'il haïssait, disait-il, depuis l'enfance. Ce respect farouche de la liberté a fait de lui l'homme que vous connaissez, le défenseur infatigable des peuples opprimés et des êtres qui en étaient privés, le conduisant à écrire, en 1978, une lettre ouverte, lui, l'homme blanc du Moyen-Orient, à la femme noire féministe américaine la plus célèbre des années 70, Angela Davis. Lettre qu'il intitula, avec sincérité et provocation, à ma sœur Angela Davis. Mais il a fait aussi de lui le père, le grand-père, l'oncle que nous connaissons, le plus incroyablement cool du monde. Jamais aucun reproche ni jugement, jamais aucun interdit, aucune question, aucune humiliation. Oui, nous avions si peur pour lui, et pourtant, c'est lui qui avait raison, car il revenait toujours. Des interrogatoires de la SAVAK, des réunions nocturnes, des cas où il se cachait. Des montagnes enneigées du Kurdistan qui l'ont conduit à l'exil, des rues bondées de Paris où il s'y perdait seul pendant des heures. Il revenait. Sa silhouette reconnaissable entre mille. Sa casquette, sa barbe tchécovienne, en hommage aux étudiants fusillés de la révolte de Tsiorkol en 1970. Son regard bleu, aiguisé et rieur, sa démarche lente, mais décidée. Son journal sous le bras, il revenait. Le même, la colère en bandoulière et le monde en ligne de mire, avec la certitude infaillible de devoir le changer. Il revenait pour s'asseoir devant un café. Il aimait tant les cafés. Et encore et toujours discuter et écouter. Mais c'est arrivé, nous y sommes. Il ne reviendra plus. Cela sonnerait tellement surfait d'en faire l'éloge, lui, qui les fuyait. De donner dans les superlatifs, d'utiliser des adjectifs comme exceptionnels ou merveilleux. Non, tout ça ne lui correspondait pas. Notre père était juste un homme, debout, en alerte, concerné et conscient. Un homme de combat et d'exil. Un homme révolté. Je laisse Léa, sa petite fille, lui lire un extrait d'un livre qu'elle a choisi. Dès son premier mouvement, un esclave qui a reçu des ordres toute sa vie juge soudain inacceptable un nouveau commandement. Quel est le contenu de ce nom? Il signifie par exemple « les choses ont trop duré ». Jusque-là oui, au-delà non. Vous allez trop loin. Et encore, il y a une limite que vous ne dépasserez pas. En somme, ce nom affirme l'existence d'une frontière. On retrouve la même idée de limite dans ce sentiment du révolté que l'autre exagère, qu'il étend son droit au-delà d'une frontière à partir de laquelle un autre droit lui fait face et le limite. Ainsi, le mouvement de révolte s'appuie, en même temps, sur le refus catégorique d'une intrusion jugée intolérable et sur la certitude confuse d'un bon droit, plus exactement l'impression chez le révolté, qu'il est dans le droit à deux. La révolte ne va pas sans le sentiment d'avoir soi-même, en quelque façon et en quelque part, raison. C'est en cela que l'esclave révolté dit à la fois oui et non. S'il affirme en même temps que la frontière tout ce qu'il soupçonne et veut préserver en deçà de la frontière, il démontre avec entêtement qu'il y a en lui quelque chose qui vaut la peine d'eux, qui demande qu'on y prenne garde. D'une certaine manière, il oppose à l'ordre qui l'opprime une sorte de droit à ne pas être opprimé, au-delà de ce qui peut admettre. Au-delà d'être un homme révolté. C'était mon grand-père. C'était notre grand-père. Et nous l'a pris au piquet. Mais elle s'y pique.